Coucou tout le monde, dans quelques instants, votre nouvel épisode de Séquence avec Melissa Nsami, productrice, qui se prête elle aussi au jeu de la séance de pitch de la série Les Gardiens, série que nous avons créée et imaginée sous vos oreilles attentives avec Déborah, Joris et Maxence, et ça c'est juste après les petits audios de circonstance. Ce podcast vous est présenté par World Media Match, la plateforme mondiale dédiée aux professionnels du cinéma et de la télévision. Plus de 35 000 contacts vérifiés, une marketplace de concepts et des services pour booster tous vos projets. Que vous soyez producteur, diffuseur, scénariste ou distributeur, World Media Match est l'outil incontournable pour développer vos opportunités. Alors merci à eux de nous soutenir, rendez-vous sur worldmediamatch.com et connectez vos idées au monde. Ce podcast n'est pas un podcast ASMR. Bonjour à toutes et à tous, je suis David Fressino. Et moi, c'est Maxence Pirard. Ensemble, on est scénariste et créateur d'histoires. Et justement, après des années dans ce métier, on s'est rendu compte que l'écriture reste encore un grand mystère pour beaucoup. Que vous soyez passionné de storytelling, scénariste en herbe, professionnel ou simplement curieux de savoir comment naissent les grandes histoires, il y a tellement à découvrir. L'écriture, c'est la base de tout projet, cinéma, série, documentaire, format court, et pourtant peu de gens connaissent vraiment les rouages derrière ces récits. C'est ce qu'on explore avec Séquence, notre podcast qui plonge au cœur de la création d'histoires. Tous les 15 jours, on reçoit des scénaristes, des réalisateurs, des producteurs, des créateurs pour décortiquer leur parcours, leurs méthodes et leurs astuces. Et ce n'est pas juste pour les scénaristes, tout le monde peut y trouver de l'inspiration, que vous soyez auteur, créatif ou simplement fan d'histoires bien racontées. Et si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous soutenir pour nous permettre de produire encore plus régulièrement. Rendez-vous sur Patreon ou Tipeee via les liens en description. Le podcast est disponible en audio sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et sur YouTube. Alors abonnez-vous, activez la cloche, mettez-nous 5 étoiles. Et maintenant, place à l'épisode. J'ai plus de 20 scénaristes sous contrat. Henri, c'est François. Que je te rappelle au sujet de notre scénario. C'est ça qu'on appelle un flashback ? Nous sommes au regret de devoir vous annoncer que votre manuscrit n'a pas été retenu par notre comité de lecture. On ne peut plus se payer le luxe d'investir dans des choses aussi superflues qu'un scénario. Tu sais bien que je lis jamais les scénarios. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Quand il s'agit de faire un film, les rêves ne suffisent pas. Je crée pour vivre. Hello tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode, encore de plus en plus nombreux autour de cette table, toujours en tout cas avec Maxence Pirard à mes côtés. Bonjour à tous. Et toujours nos deux fidèles acolytes, j'ai envie de dire des Boris maintenant, parce que les gens me connaissent. On a fusionné avec le temps en fait. Voilà, donc Joris Morio, salut Joris. Bonjour. Comment ça va ? Ça va super et toi ? Ben oui, Déborah Desjardins, toujours un plaisir de t'accueillir autour de ça. Plaisir partagé. Je me demande toujours si je mâche pas à chaque fois la prononciation de ton nom de famille. Ça m'arrive souvent quand je suis fatiguée, donc. D'accord, mais moi c'était ouais ok. Un petit peu mâché, mais. Ok. Adjège Jarmon. Voilà, mais c'est pas aussi dur que épidémiologiste. Donc, tout à fait, sur lequel on va bien se planter encore. Et nous avons une cinquième personne, ça c'est sûr, c'est Sébastien, notre ingé son, qu'on remercie d'être là, et surtout notre invité de l'émission, Melissa. Melissa, comment ça va ? Ça va très bien. Est-ce que je peux te laisser te présenter pour nos auditeurs et nos auditrices ? Oui. Alors, je suis productrice artistique chez Terence Film depuis un peu moins de 2 ans. C'est une société de production audiovisuelle qui fait partie de Banijay. Et avant, j'étais dans une autre société de production. Et encore avant ça, plutôt côté diffuseur. Très bien. Tu peux citer le diffuseur ou pas du tout ? Oui, c'était TF1. D'accord. Personne n'est parti, donc c'est tout bon. Le truc qui la fout mal. Toujours là. Allez, je vous réexplique. Alors, vous qui écoutez le podcast et qui faites partie des 10% des gens qui nous mettaient dans les podcasts les plus écoutés de France, c'est très très bien. Vous connaissez le principe, mais je te le redis, Mélissa. Du coup, on a à 4 cerveaux développé un projet qui nous sert du coup à avancer, à nous contredire, à voir si on arrive à faire matcher des choses ensemble. Et on a décidé de passer l'étape aussi d'après, c'est-à-dire de finalement te confier ce projet, te l'expliquer, te le pitcher et que tu puisses faire un petit peu comme tu fais écoute, dans le cadre de ton travail de tous les jours, nous faire des retours comme tu le ferais à n'importe quel autre auteur. Tu es tout à fait libre d'aimer, de pas aimer, de faire des retours positifs ou négatifs et surtout de t'en prendre à Joris. Ça, il n'y a aucun problème. D'accord. Donc, dans cette version du pitch, je suis le bouc émissaire. Voilà, parce que tu ne sais pas dire le mot. Épidémiologie. Je l'ai dit bien, mais dans ma tête. Voilà, trêve de plaisanterie. On va rentrer directement dans les faits. Je vais commencer et je vais te plonger dans vraiment les quelques premières minutes du premier épisode de cette série, qui est une série, Déborah, par contre, je laisse juste introduire, fantastique. C'est une mini-série thriller teintée de fantastique en 6 épisodes de 52 minutes.
Les premières minutes, justement, on démarre, on est sur une toute petite île bretonne, coupée du continent, beaucoup de vent, c'est une tempête, les vagues se fracassent sur les falaises, il pleut. Dans une des petites maisons, c'est un petit village, hein, tu vois, 200 petites habitations en pierre, volets bleus et compagnie. Dans l'une d'entre elles, il y a Jean et Catel, c'est 2 personnes de 70 ans. Ils sont en train de trinquer ensemble, on sent qu'il y a une sorte d'affinité dans ce couple. Et au moment de trinquer, Jean laisse tomber son verre de vin sur le sol, il s'éclate ce verre, et parce que Jean est en train de faire un AVC, Jean est en train de faire un malaise cardiaque. Catel est paniqué parce que sur cette île, il n'y a pas de médecin, ça fait bien longtemps qu'il n'y en a plus, c'est la tempête en plus, donc c'est la catastrophe. Mais dans une sorte d'élan d'instinct de survie, il lui dit « reste là », lui sort au milieu de la tempête à l'extérieur, traverse un petit bois qui est au fond du jardin, va se diriger vers un hangar, il est vraiment à 2 doigts de claquer, il a du mal à ouvrir les verrous qui bloquent la porte du hangar, il y arrive, il rentre dans le hangar, nous, le spectateur reste à l'extérieur. Et quand Jean ressort, Jean a toujours 70 ans, mais Jean est en pleine forme, tout va bien. Il n'a jamais été aussi en forme de sa vie. Il referme la porte du hangar, il repart vers la petite maison dont il est venu. Nous, le spectateur, on n'a pas vu ce qui s'est passé dans ce hangar. On sait qu'il est rentré, qu'il est sorti dans une condition différente. Et il y a par contre quelqu'un dans la forêt qui a observé la séquence. Le titre de la série s'affiche, Les Gardiens. Les Gardiens, donc, qui va mettre en scène aussi une femme qui s'appelle Rosen, qui est la fille de Jean. Rosen qui a une trentaine d'années, qui arrive sur l'île par bateau et qui est médecin-chercheuse. Et c'est quelqu'un qui a été contacté par Simon, qu'elle connaissait quand elle était enfant, c'est son ami, son amour d'enfance, qui l'a supplié de venir sur l'île, car l'île est rongée par un mal mystérieux. Des animaux tombent malades, des gens tombent malades. La mère de Simon est tombée malade et personne ne comprend ce qui s'est passé. Et Simon bosse pour un projet d'usine en marémotrice, une production d'énergie qui est donc actuellement en chantier, que tout le monde accuse de tous les maux, y compris d'avoir propagé cette mystérieuse épidémie. Et donc l'entreprise embauche Rosen pour faire la clarté autour de cette épidémie qui n'a a priori rien à voir avec l'entreprise. Simon en est convaincu. En revanche, il se passe peut-être quelque chose et elle vient mener une enquête médicale en tant que médecin épidémiologiste, pour comprendre un peu ce qui se passe, en recevant des gens de l'île, de cette petite île, dans ce cabinet médical qui a fermé il y a des années cela, et qui appartenait à sa mère, en fait, qui est morte, et qui était le médecin de l'île il y a bien longtemps. Évidemment, l'accueil est un petit peu froid, parce que quand les gens comprennent que chouette, un médecin arrive, ah mais d'accord, t'es au service de l'usine, en fait t'es une traîtresse, qu'est-ce que tu fais là, c'était pas la peine de venir, tout le monde lui fait la gueule, y compris son père avec qui elle est en froid depuis des années et qui est pas vraiment content de la voir. Et pourtant ces deux-là sont quand même toujours en contact, mais par personne interposée, parce que Rosen a un fils qu'elle envoie en vacances régulièrement chez son père Jean, qui elle veut pas priver son fils du lien qu'elle a avec son père, donc son fils voit son père, mais elle, non, c'est bon. Ils se croisent même pas, genre il l'envoie par bateau, elle attend sur le continent, elle ne veut pas voir son père. Elle reçoit du monde, elle commande dans le cabinet médical, elle commence son enquête médicale pour comprendre ce qui se passe, et des choses bizarres, des croyances circulent. Son père, Jean, est bizarre. Elle se dit, mais effectivement, ce qui se passe là, il y a un côté qu'elle ne comprend pas encore, qui est un petit peu mystérieux, vraiment. Et elle se met même à avoir des soupçons sur son propre père, qui pourrait être peut-être à l'origine de choses, y compris contre elle, peut-être, parce qu'elle a l'impression que son père, parfois, lui veut du mal. Et les choses vont se concrétiser à un moment où son fils va carrément défaillir comme ça, subitement, devant elle. Rosen est complètement paniquée, fait défaillir devant elle, alors qu'elle est en train de s'engueuler avec son père Jean. Et donc elle ne sait pas trop quoi faire. Qu'est-ce qui se passe ? Jean lui dit, prends ton fils sous le bras, viens, suis-moi dans la forêt interdite. La forêt interdite, c'est ce lieu au fond du jardin dans lequel elle n'avait pas le droit d'aller en tant que petite fille. Et là, pour la première fois de sa vie, elle va pénétrer dans cette forêt et ce hangar qu'on lui a toujours interdit. Jean ouvre la porte. Au fond du hangar, il y a un menhir qui est dressé.
qu'est-ce qu'on fait là avec mon fils qui va mal? Et Jean dit, pose la main de ton fils sur le menhir. Elle pose la main de son fils sur le menhir et le fils, tout d'un coup, reprend une énergie dingue et revient comme ça à la vie. Jean lui révèle le secret de la famille. Ce menhir transmet l'énergie. Nous sommes les gardiens de cette énergie millénaire, de cette tradition. C'est ton héritage et tu vas devoir t'en occuper avec moi, après moi. Et écoute-moi, sinon la famille, toi, ton fils, seront en danger. Notre arène, du coup, c'est un petit peu cette petite île bretonne qui est teintée d'une culture celtique et druidique, puisque, évidemment, avec ces menhirs et cette culture-là, nous en tant que scénaristes, on en a profité pour consulter un vrai druide, qui était l'épisode de Noël, justement, qui s'appelle Pascal Lamour. Et Pascal Lamour, il nous a fait comprendre que être druide, c'était l'amour de la nature, mais c'était aussi pouvoir comprendre et transmettre de vieilles connaissances et un vieux savoir à travers des rituels et des traditions. Justement, dans notre arène, nous avons aussi une fête qui est donc la fête celtique de Samhain et qui est le moment où, entre les vivants et les morts, la barrière, elle est si fine que l'énergie se passe avec beaucoup plus de fluidité. Dans les thématiques que nous avons, donc Rosen, elle est confrontée à retrouver un héritage familial ou autre et à l'accepter. Donc il y a vraiment cette notion de besoin et de désir entre cette quête de sens et d'identité. Ensuite, évidemment, nous avons ces thématiques de l'humain contre la nature, les vivants contre les morts, la réconciliation d'un père et de sa fille. Donc la réconciliation est vraiment un mot important ici. Et de façon générale, notre série, nous la voulons un peu dans une ambiance et une atmosphère très Stephen King. Donc on peut citer des choses comme Rivage, Surface, Le mystère du lac pour s'imprégner un peu plus de l'ambiance. Et je crois que c'est tout pour moi. Notre personnage principal, le personnage de Rosen, en fait, c'est un personnage qui est en quête de sens parce qu'elle a une carrière assez brillante d'épidémiologiste, mais en même temps, elle a ce rapport à sa propre communauté, elle a ce rapport aussi à ses propres origines, parce qu'il faut savoir qu'en fait, la mère de Rosen, elle est morte en couche. Rosen ne l'a jamais connue et elle en veut à son père, parce que son père avait refusé que la mère de Rosen soit prise en charge sur le continent. On aurait pu sans doute la sauver. En tout cas, une chose a été faite. On a sauvé l'enfant plutôt que la mère, parce qu'il y avait un dilemme terrible qui s'était imposé à l'époque. Et aujourd'hui, maintenant que Rosen est mère, elle commence aussi un peu mieux à comprendre son père, ce qu'on serait prêt à faire pour protéger son enfant. Elle comprend aussi le choix de sa mère qui l'a hanté toute sa vie. Et elle commence aussi un peu mieux à comprendre en fait le désir de son père de garder caché cette lignée druidique, ce pouvoir, parce que finalement il y a cette tentation toujours de garder un tel pouvoir pour son intérêt collectif versus l'intérêt individuel. En tout cas, Rosen est dans un carrefour de sa vie assez compliqué parce qu'elle a encore des sentiments pour Simon, son amour de jeunesse, mais elle sait que pour lui c'est compliqué en ce moment avec sa propre mère qui est malade. Et Simon, il est finalement dans une situation un peu compliquée. C'est un ancien pêcheur qui a décidé de travailler pour l'usine marémotrice qui est très décriée par la communauté. On pense que c'est un vendu, alors qu'en fait Simon il fait ça pour maintenir à flot la communauté, l'île. Ils ont besoin de rentrer d'argent, ils ont besoin d'accepter une certaine part de progrès, de modernité qui pourrait permettre à la communauté de survivre, une communauté où ils n'ont pas d'école, enfin l'école est menacée, le cabinet médical aussi. Et on a à côté un personnage qui est vraiment assez contraire à celui de Simon, c'est le personnage de Gauthier. C'est un jeune homme de 28 ans qui est une sorte de fils spirituel pour Jean, le père de Rosen. Lui, il ne fait pas partie de cette lignée druidique, mais il est très avide de connaissances, d'apprentissage. Il s'inspire beaucoup comme modèle de Jean, contrairement à Rosen qui incarne ce côté scientifique, cet amour de la science versus la croyance. Et Gauthier, c'est quelqu'un en fait qui a un parcours très difficile, orphelin. Il a aussi perdu son amour de jeunesse. Il y a un petit moment des suites d'une maladie assez mystérieuse. C'est quelqu'un de très lumineux, de très bienveillant, qui est là un peu pour toute la communauté. C'est le dernier
En fait, il tient le dernier magasin de Lille qui fait à la fois office de quincaillerie, de lieu de rencontre, de poste du village. Mais derrière ce personnage positif, en fait, se cache aussi un personnage qui est en train d'être corrompu par les vicissitudes de sa vie, par les choix qu'il va faire, quelque chose qu'on va découvrir davantage dans les grandes lignes de la saison. Et autour de ces personnages assez centraux, on a bien sûr le personnage de Jean, qui est un personnage assez ambivalent, qu'on va, à travers le regard de Rosen, un peu plus découvrir, un peu mieux comprendre ses choix qui pourraient par moments paraître discutables. Il y a aussi le personnage du maire qui va être un peu tiraillé entre sa communauté, ses projets pour le village, et le personnage aussi du patron de l'usine marémotrice qui est au cœur de plein de polémiques, de convoitises, etc. Donc pendant cette mini-saison, tu vois qu'il va y avoir plein d'intrigues principales. Donc Rosen qui perce le mystère de cette pierre et ce pouvoir un peu étrange qu'elle a. C'est-à-dire que quand tu prends de l'énergie sur cette pierre, elle va aller en puiser un petit peu partout à droite à gauche autour d'elle, ce qui fait que c'est pour ça que les gens tombent malades en fait. Il y a une histoire de presque, tu vois, d'équilibre de la justice en fait. Ce que tu prends et enfin ce que tu reçois est pris ailleurs en fait. Donc ça c'est quelque chose qu'elle va découvrir. Elle va découvrir tous les secrets qui sont liés à sa lignée. Elle va découvrir que son père a caché des documents druidiques, qu'il essaie d'en détruire quelques-uns. On va découvrir aussi qu'elle mène une vraie enquête en se disant qui est vraiment malade sur l'île, quand est-ce qu'il tombe malade, dans quelles circonstances, dans quel ordre, pour essayer de définir qui est un peu la prochaine victime de ce truc-là, parce qu'elle va se rendre compte de quelque chose, c'est que même si son père utilise la pierre à son propre escient, alors qu'il était censé la garder, quelqu'un d'autre l'utilise dans son dos parce que il n'y a que ça qui peut expliquer qu'en fait le phénomène de cette perte d'énergie et de vie et de vitalité chez tout le monde est en train de s'accélérer. Donc elle va mener cette enquête-là, au départ avec Gauthier pensant que c'est un allié très sympathique, ce jeune homme de 28 ans qui tient le seul commerce, mais qui en fait est une belle saloperie. On pose les mots. La voisine Catel qu'on a vue dans la première séquence, qui avait fricoté un petit peu avec Jean, va faire partie des victimes de tout ça. Donc voilà, il y a plein de petits enjeux qui arrivent. Et comme disait Maxence, ça va se finir pendant cette fête de la Samin, qui est la grande fête celte où la frontière entre les vivants et les morts est la plus mince, parce que Gauthier est persuadé que c'est le moment où la pierre va avoir le plus d'énergie. En plus, ça retombe dans un nouveau moment où l'île est coupée du monde, parce qu'il y a une tempête qui se fait, donc on ne peut plus rejoindre la côte. Au même moment, le petit ami de Rosen qui était un mec qu'elle avait rencontré à Londres se pointe sur l'île. Enfin voilà, donc, grosso modo, ça va être un peu le bordel. Il va falloir qu'elle se sorte de tout ça. À la toute fin, elle arrive à se débarrasser de Gauthier qui va finir en tombant du haut d'une falaise. Elle va se retrouver avec son père Jean qui va encore avoir une nouvelle crise cardiaque. Elle a un choix cornélien. C'est est-ce qu'elle autorise Jean à réutiliser encore une fois de plus la pierre ou est-ce qu'elle détruit complètement la pierre pour qu'il n'y ait plus de mal qui soit fait autour d'elle. Elle va devoir assumer ce choix. Et puis voilà, fin de saison. Je spoil peut-être pas. J'avais envie de raconter un petit peu comment ça se passait la toute fin aussi. Ouais, je raconte. Elle va choisir de sacrifier son père. Elle va faire casser la pierre avec l'aide de Simon qui aura pris d'explosifs qui servent à l'usine marémotrice pour pouvoir faire son chantier. Ils détruisent la pierre. Jean va mourir et on la retrouve en toute fin, en payoff, quelques semaines plus tard. Elle s'est installée définitivement sur l'île. Elle continue à prodiguer des soins. Elle a repris finalement le poste que sa mère avait eu 30 ans plus tôt au même endroit, sauf qu'on se rend compte qu'elle est en train de lister d'autres menhirs qui auraient d'autres pouvoirs aussi, parce qu'elle comprend dans les écrits qu'elle a découverts au fur et à mesure de la série que certains menhirs étaient liés entre eux par des lignes, comme les alignements de Karnak, et que d'autres menhirs peut-être ont d'autres pouvoirs un peu particuliers. Oh là là, et on a été plus long que les autres pitchs quand même. On a rajouté des choses. C'est vrai qu'on a rajouté. C'est un objet vivant au risque carrément. de Donc voilà, donc c'est le projet qu'on a développé, qu'on s'est amusé à créer ensemble, à imaginer, qu'on a fait partager aux auditeurs et aux auditrices. Donc on te le partage aussi. Tu as le droit de revenir sur tout ce qui n'est pas clair. Parce que même nous, on est au 3e pitch, donc des fois, on est un peu rincé. Improvise, on change des choses au gré de nos fulgurances, on va dire. Je tiens à dire que tu as très bien modifié la chose. Je viens de comprendre, parce qu'on a eu une petite discussion avant où Joris m'a dit vous croyez que je peux faire adapter ? Et je n'ai absolument pas compris. Parce que j'ai dit, je vais rajouter un truc dont on n'a absolument pas parlé avant. Voilà, que j'ai improvisé là. Dangereusement, en fait. Ouais. Et l'art du pitch de Joris, c'était très bien. Mais Mélissa, écoute, on est tout oui, tu vas vraiment franco. Non, mais c'est beaucoup d'infos.
Bravo déjà. Alors, il y a quelque chose dont je me souviens pas, c'est la raison pour laquelle Rosen arrive sur l'île. Parce que donc, on s'est dit qu'elle était plutôt en froid avec son père, même si son fils passe du temps avec son grand-père. Et donc là, dans la série, c'est quoi la raison pour laquelle qu'il a... Simon. Ah oui, c'est lui qui l'appelle. Voilà, qui l'appelle, qui dit Ok. voilà, viens en tant que consultante médicale pour enquêter. Simon, qui est l'ancien amour de jeunesse qu'elle a laissé vraiment en plan pour se barrer de ce petit microcosme qu'elle vomit un petit peu, quoi. Mais vraiment, Oui, parce qu'elle avait envie de grandeur, et puis il y avait aussi ce traumatisme lié à la mort de sa mère, l'impression qu'en fait, cette île, elle enferme, elle piège. elle est mortifère. D'ailleurs, elle devient exactement. concrètement, dans le début de la série, elle donne de la vie comme elle peut être très mortifère. Quel nom de l'île, je crois. Mortifère. Oui, et d'ailleurs, dessus, il y a un fort, c'est le fortifère. Enfin, vous pouvez y aller, hein, beaucoup de jeux de mots. Non, mais il y a plein de choses qui me viennent en tête. Déjà, personnellement, je suis assez fan de séries qui flirtent avec le fantastique. Donc, j'aime bien la séquence d'ouverture parce que c'est assez mystérieux et on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Je trouve que la révélation en fait, du menhir, c'est assez marrant parce qu'en plus, c'est complètement lié à l'île et en fait, la culture locale. Donc, c'est hyper ancré et ça, c'est plutôt chouette. La première question que je me pose, c'est peut-être sur le ratio justement entre tout ce qui va être plus réaliste et le fantastique, à quel point on va aller loin dans le fantastique. Parce que là, jusqu'ici, ce que vous avez raconté, en fait, on utilise le menhir pour se soigner, ou en tout cas, Jean utilise le menhir pour se soigner, en quelque sorte, mais du coup, ça a un impact, dès qu'on l'utilise, sur la santé des gens de l'île. C'est ça. Exactement. Pour te répondre, en fait, c'est vraiment donc une mini-série thriller teintée de fantastique. Il y a du fantastique, on le joue à fond, on n'est pas sur un faux fantastique, mais en fait, c'est un déclencheur de situations assez fortes, de dilemmes, de conflits. L'idée, c'est qu'on soit vraiment tenu par les enjeux des personnages, leurs choix, les choix difficiles qu'ils vont devoir prendre, et qu'il y ait vraiment cette menace assez constante sur l'héroïne qui, au fur et à mesure de son enquête médicale, mais également enquête intime, va se mettre en danger parce que, en fait, elle se rapproche du dessin caché de Gauthier et du pouvoir de cette pierre qui peut vraiment susciter des convoitises. Donc on a vraiment un fil assez assez classique dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on ne va pas être sur un haut degré de fiction, un univers, une arène trop fantastique qui pourrait un peu antagoniser les spectateurs qui ne sont pas du tout preneurs de ça. Mais voilà, on assume totalement le côté mystérieux, de l'atmosphère, la tradition, le lore qui pour nous sont quand même des fondamentaux de l'histoire. Donc en termes de référence, Stephen King c'est assez parlant parce que on n'est pas sur quelque chose de hors sol et en même temps on assume la mythologie. Et quelque part, on joue aussi, tu vois, sur le côté la Bretagne qui est frappée par la flotte, l'orage, et puis on va avoir aussi le petit côté carte postale, les petites maisons, les petits murets à côté, genre Belle-Île, ce genre de petites choses sympas, tu vois. Donc on a ce côté Stephen King, mais qui n'est pas, c'est pas une série, je pense que c'est pas une série dark non plus de A à Z en fait. On joue quand même avec des éléments, mais des fois on peut être un peu lumineux, et c'est d'autant plus troublant que ce mystère sur l'île, ouais. Mais du coup, ça veut dire que vous avez quand même des éléments de réponse, puisque le personnage principal, en tout cas Rosen, va mener une enquête. Il va avoir des éléments un peu rationnels qu'elle va découvrir au fur et à mesure, qui vont expliquer pourquoi certaines personnes sont touchées et pas d'autres. Alors, il y a la réponse magique, et après les éléments rationnels qui vont plutôt infirmer certaines fausses pistes. Donc ça, parce que comme elle est scientifique médecin, il y a des choses qu'elle va comprendre. L'élément magique, c'est l'énergie épuisée partout. Donc ce sont les plus faibles qui en pâtissent les premiers. Okay. Donc en fait, voilà, ceux qui tombent plus malades, ce sont les personnes qui sont déjà malades secrètement, sans le savoir, ou de manière avérée, les personnes les plus âgées, etc. Les enfants. Et il y aura pas mal de fausses pistes, puisqu'il y a la fille du maire qui est une activiste écologique qui peut-être
Je sais pas, il y a une histoire peut-être aussi avec des algues vertes. En fait, tu vois, il y a plusieurs pistes qu'on soulève. Peut-être que les travaux de l'usine marémotrice ont pollué les différentes canalisations qui sont très vieilles, puisque c'est quand même c'est quand même une petite île qui est un peu coupée du monde, donc c'est pas hyper pratique. Donc elle passe quand même par un processus, enfin un cursus, on va dire, une réflexion scientifique. Mais à un moment se pose à elle l'évidence quand même de ce pouvoir étrange de ce menhir sur lequel son père a même quand même bâti, tu vois, un hangar pour quasiment le garder pour lui en fait. On est vraiment un peu sur le voyage de l'héroïne pour reprendre un peu les grandes théories de fiction. En fait, au départ, elle va un peu refuser cet appel à l'aventure, elle va toujours se cacher derrière les convictions scientifiques et à un moment donné, elle va comprendre qu'en fait, les deux peuvent finalement coexister, à la fois sa formation scientifique, son côté rationnel ancré, et en même temps cette lignée druidique qui est un peu sa destinée et qu'à un moment donné, il va falloir qu'elle embrasse tout ça. Et à côté de ça, on souhaite que la série soit quand même très contemporaine, vraiment, en fait, en 2026, avoir vraiment une différence de perception de ce qui se passe. Certains vont imaginer que c'est une sorte de nouveau virus, parce qu'on a quand même des personnes qui meurent, qui sont affaiblis sans qu'on comprenne vraiment pourquoi, un peu comme ce qu'on a vécu sur le Covid. Et en même temps, on ne va pas être sur quelque chose d'anxiogène. D'autres vont aller plus sur quelque chose de complotiste, il y aura des fake news, etc. Vraiment montrer que ça va susciter beaucoup de passion au sein de la communauté. C'est un petit microcosme, en fait. C'est le macro, enfin, c'est le micro qui nous raconte le macro, quoi. C'est ça, et à côté, on aura du coup le personnage de Rosen qui va être un peu écartelé entre tout ça et qui a une vraie mission d'élucider, de trouver la vérité pour un peu calmer aussi les différentes tensions, questionnements, peurs qui agitent ce petit microcosme. Moi, ce qui m'intéresse, Mélissa, c'est avec ton expérience, c'est pour toi, quels sont les points positifs, les points négatifs, les points sur lesquels, si tu devais présenter un projet comme ça en chaîne, tu te sentirais à l'aise, et lesquels tu te dirais, là, si la chaîne met le doigt dessus, je suis pas très à l'aise, quoi. Sur les points qui me posent question à ce stade, je dirais que c'est plus sur la dimension enquête médicale. Parce que pour tenir un 6x52, il faut quand même pas mal de rebondissements, de fausses pistes, et la dimension enquête permet ça. Mais l'enquête médicale, j'ai peur que ça s'essouffle assez vite. Je cherche des exemples de séries justement étrangères avec des enquêtes médicales sur toute une saison comme ça en 6x52. Il n'y en a aucune qui me vient à l'esprit. En fait, j'ai peur que si on ne rajoute pas des meurtres ou des disparitions, des choses beaucoup plus... concrètes et peut-être classiques aussi dans les séries de fiction, j'ai peur qu'en fait, les enjeux soient pas assez forts, ou en tout cas qu'on tienne pas le 6x52 sur purement l'enquête médicale. Pour te répondre, en fait, il faut peut-être qu'on fasse attention avec la terminologie enquête médicale. En fait, l'enquête va être portée par notre héroïne qui n'est pas un flic. Donc c'est en ça qu'on est sur du thriller et pas du polar. On dit médical parce qu'au départ, elle va forcément avoir une formation professionnelle en fait, de médecin, de chercheuse, d'épidémiologiste qui va essayer de comprendre ce qui se passe avec son prisme du coup médical. Mais effectivement, très vite, elle va se rendre compte que en fait, il va falloir qu'elle trouve aussi d'autres façons de comprendre ce qui se passe. Et en termes d'enjeux assez concrets, on va vraiment pousser les enjeux de vie ou de mort où en fait il y a des gens qui s'affaiblissent, qui meurent à petit feu, il faut qu'elle trouve une solution, sinon le phénomène va être de plus en plus important et il faut qu'elle puisse sauver ceux qui peuvent être encore plus sauvés, par exemple les plus faibles qu'elle va identifier. Elle sait qu'elle a un time lock, que tant qu'elle n'aura pas résolu ce qui se passe, ils sont en danger, que ce soit son père, son fils qui en ont déjà fait les frais. Donc l'idée, c'est qu'il y aura quand même ces affaiblissements progressifs, ces morts mystérieuses qui vont créer des relances et justifier en fait qu'on est sur quelque chose d'assez effréné. Mais on sera vraiment sur un angle thriller parce qu'on sentira aussi la menace sur elle, parce que plus elle se rapproche de la vérité, plus ça dérange et plus il peut lui arriver des bricoles. D'autant qu'en plus, quand elle comprend qu'il y a un ordre d'affaiblissement déjà des gens, elle sait qui va quasiment être la prochaine victime. Donc elle a encore plus, comme tu disais, un besoin d'urgence exactement à découvrir qui utilise la pierre dans le dos de son père. Et donc voilà, peut-être qu'il y aura plein de fausses pistes par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'on n'est pas tellement dans une enquête médicale à part entière.
Mais après, c'est vrai que c'est une très bonne question parce qu'on peut. Moi, ça a fait tilt quand tu en as parlé en disant est-ce qu'il y a des séries avec des enquêtes médicales qui durent sur l'ensemble des 6 épisodes ou de 8 épisodes? Eh bien, j'en ai aucune qui m'est venue. Non, parce que même si on peut avoir des personnages qui sont scientifiques, en général, ça va être des enquêtes intimes. Je pense récemment à Rien ne t'efface. On est quand même sur un personnage de médecin qui, du coup, va quand même utiliser son prisme rationnel pour comprendre comment mon enfant qui est mort a pu réapparaître au même âge à l'autre bout de la France. Mais je pense qu'on peut avoir des personnages qui ne sont pas des flics dans des thrillers, mais du coup, en fait, l'enquête va être menée différemment. Et en fait, la spécificité du personnage, son occupation, sa profession, c'est un petit plus pour différencier son enquête. Mais en fait, c'est toujours des enquêtes intimes. Oui, non, ça c'est sûr. Je pense que le personnage principal, c'est vraiment un personnage intéressant. C'est plutôt positif que ce soit aussi une mère et qu'il y ait toute cette histoire aussi de filiation, qui est 3 générations réunies sur la même île. Ça, c'est vraiment chouette. Je pense que peut-être aussi il y a un peu une zone d'ombre autour justement de son fils. Est-ce que lui aussi va avoir un rôle important? Est-ce qu'il y a d'autres jeunes? Est-ce qu'on va suivre justement, je ne sais pas, une bande de jeunes ou une autre génération? Tout à l'heure, tu parlais de Stephen King. Et de suite, forcément, on pense à... Oui, aux 4-5 jeunes avec leur vélo. Ouais, bien sûr. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que, en fait, on parle de lignée, donc forcément, toutes les générations sont concernées. Et en fait, quand on est parent, moi, je m'en rends compte depuis que je suis parent, en fait, quand on fait des choix, on pense aussi à l'incidence que ça peut avoir sur nos enfants. On fait beaucoup de choses en fonction d'eux. Donc, elle, en fait, son choix de potentiellement embrasser la lignée druidique va pas être anodin pour son fils. Et en fait... tous les questionnements qu'a pu avoir Jean, sa façon de gérer cet héritage, c'est aussi des questionnements que finalement notre héroïne va avoir pour son propre fils. Oui, Jean, c'est pas une super grosse pub pour dire ça doit être sympa d'être druide, parce que quand tu vois que c'est un vieil homme fermé qui grosso modo s'envoie la voisine, qui a laissé limite mourir sa femme sur l'île, c'est pas très sympa d'être druide quand même. Exactement, mais une grande pierre implique de grandes responsabilités. Toi, tu disais, Mélissa, que tu avais une appointance pour tout ce qui était fantastique. J'adore le terme appointance, j'ai vraiment l'impression d'être très cultivé. Est-ce que toi, tu as déjà emmené des séries à connotation fantastique en chaîne? Comment c'est perçu? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles tu es à l'aise, ou c'est plutôt toi, en ta qualité de spectatrice, que ça te touche? Alors... c'est assez marrant parce qu'en fait, je viens de prendre les droits d'un livre étranger, un livre britannique, qui est un thriller fantastique. Et au début, s'il y a un menhir, je te il y a promets. Un menhir, et donc je me suis dit, oh là là. Incroyable. Non, il n'y a pas de menhir. Ça aurait été drôle. Ça, tu finissais le podcast toute seule, nous on se barrait, on sautait par la fenêtre. Moi, je crois aux synchronicités. En fait, ça aurait été vraiment possible. Non, mais en revanche, il y avait un élément qui me faisait penser au livre, c'était plus sur le côté, en fait, aspiration un peu du pouvoir du menhir. En fait, dans le livre dont je viens de prendre les droits, c'est pas exactement la même chose, mais c'est une femme qui a en fait un don surnaturel et qui a la possibilité, en touchant les gens, d'aspirer leur vie. Donc il y avait un truc comme ça. Et donc là, c'est un nouveau projet sur lequel je me suis positionnée. Donc c'est vraiment le tout début. Donc je ne sais pas du tout pour l'instant comment c'est perçu en chaîne. J'ai absolument rien présenté, même si j'en ai déjà un peu parlé. C'est vrai que dernièrement, le fantastique est pas forcément la recherche principale des diffuseurs. Il y en a quand même certains, notamment quelques plateformes qui sont encore ouvertes, mais de manière générale, pour l'instant, c'est un peu fermé de ce côté-là. Mais en même temps, c'est des cycles, donc en fait, ça change tout le temps. Là, en ce moment, c'est peut-être pas le moment, mais d'ici 6 mois, ça va peut-être changer. Je pense que ce qui peut faire peur, c'est quand c'est vraiment très, très, très fantastique. Si tu proposes une série vraiment à la Stranger Things, où ça va demander énormément d'effets spéciaux, si c'est quelque chose d'un dosage qui est plutôt moyen ou assez léger, je pense que c'est pas un souci. Mais je pense que il y a quand même pas mal de séries fantastiques qui viennent d'autres pays. Et je pense que ça va revenir aussi en France. Que c'est vraiment
on est un peu en général en retard. Donc souvent, les vagues de tendances éditoriales nous arrivent un peu... Ouais. Le livre dont tu as pris les droits, il n'a jamais été adapté en série, il n'y a pas une version britannique. Donc non. Tu t'es vraiment positionné sur une nouvelle IP, quoi. Oui, qui n'a J'adore pas dire été... IP, C'est un j'ai l'impression livre... d'avoir une culture américaine. C'est une IP qui n'a même pas été traduite en français pour D'accord. l'instant. Oh, C'est écrit en celte. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous fait, chers camarades, rebondir un petit peu sur ce qu'on s'est dit? On a réadapté un petit peu notre pitch. D'ailleurs, ça serait très intéressant. Je fais une parenthèse pour vous qui nous écoutez. Je pense que c'est vraiment intéressant. Et du coup, en tout cas, moi, j'ai bien adoré écouter la modulation du pitch entre les différents épisodes où même nous, on se rectifie un petit peu. Et je pense qu'on sent aussi les petites zones où il faut qu'on retravaille, les zones où on est à l'aise. C'est en ça que l'exercice du pitch, c'est super, parce que des fois, ça permet de percevoir en fait, des angles morts qu'on n'a pas pu identifier après X passages sur le texte. C'est au moment où on doit défendre un texte, où en fait, on nous challenge, que là, on peut percevoir certaines choses. Et c'est vrai que je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'exercice du pitch, il est agréable en fait quand on peut un peu improviser, un peu dévier d'un pitch qui serait un peu rébarbatif, scolaire. Donc je pense que nos auditeurs ils vont se rendre compte qu'il faut se faire plaisir quand on pitch. Faut pas se dire c'est forcément ça les infos que je dois communiquer. On peut adapter selon les moments, les envies, les interlocuteurs. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on l'a pitché d'une certaine façon, mais toi, est-ce que tu as un système de pitch? Est-ce que celui-là, il te paraissait dans les normes, ou est-ce que toi, tu as aussi peut-être une façon de recevoir les pitchs, ou en tout cas qu'on te les explique, qui est un... Oh, je vais refaire ma phrase, pardon. Fin de journée, beaucoup de choses. Est-ce que la façon dont on t'a présenté ce pitch est convenable? Ou alors, est-ce qu'il y a aussi d'autres façons de pitcher les œuvres qu'on t'a faites et qui étaient pertinentes aussi? Tes conseils là-dessus, en fait, pour les gens qui nous écoutent? C'est une bonne question. Je pense pas qu'il y ait une seule manière de bien pitcher un projet. Je pense peut-être que ça dépend aussi du projet et du genre du projet. Typiquement, la comédie, je pense que c'est quand même assez difficile à pitcher. Ça dépend des concepts. Mais là, j'ai trouvé vraiment le pitch très efficace, assez clair. En général, par exemple, typiquement, la façon dont je pitch les projets aux diffuseurs, c'est un peu comme vous avez fait rentrer vraiment dans une séquence, un peu le début, et ensuite après faire un peu un pas de côté et dézoomer en quelque sorte pour après raconter un peu dans les grandes lignes. Là où je me dis un pitch n'est pas efficace, c'est quand on raconte trop de choses. Je pense quand il est un peu trop long et que d'un coup on perd un peu le fil parce que là on rentre trop dans les détails, on veut trop nous donner d'informations et en fait ça dure trop longtemps et je pense qu'après la personne qui écoute a un peu lâché. Moi j'ai une question, c'est quand tu entends un pitch comme ça et si ça t'intéresse et que si tu dis tiens j'aimerais bien lire quelque chose, c'est quoi le degré de travail, de retravail ou de je ne sais pas quoi que tu attends entre le pitch oral et le dossier écrit que tu vas lire pour la première fois? C'est-à-dire si est-ce que j'attends... c'est juste une mise à l'écrit du pitch qu'on t'a fait, le dossier que tu veux lire, genre tiens, envoyez-moi le dossier, genre c'est le pitch grosso modo, ou est-ce que c'est non, c'est le pitch plus moi j'attends ça pour pouvoir ne serait-ce qu'avoir un avis sur est-ce que je me positionne ou pas sur un projet? Je pense que j'attends un peu plus que ce qu'on m'a dit pendant le pitch, mais pas forcément tous les éléments narratifs. Typiquement, ça peut être par exemple si c'est une mini-série avec une enquête, est-ce que peut-être on n'a pas parlé de la résolution à l'oral et du coup est-ce que la résolution est écrite sur le document, quelque chose comme ça. Ça dépend du genre du projet aussi, j'imagine, Ouais. du type de projet. Oui, exactement. La comédie, il faudrait des séquences dialoguées. Et effectivement, sur du polar, du thriller, avoir les gros cliffs, les gros retournements et une résolution qui, même si elle n'est pas très détaillée, permettent de voir est-ce que ça tient la route, est-ce que c'est déceptif. Oui, c'est ça. En fait, je pense que ce qu'on
attend, en tout cas ce que j'attends peut-être du document après un rendez-vous, si le pitch m'intéresse, c'est de savoir comment l'auteur ou l'autrice le présente sur le papier aussi, la tonalité du document, et aussi en fait finalement si c'est assez proche de ce qu'on m'a raconté. Aussi, parce que des fois, en fait, on m'a raconté des super histoires à l'oral et on avait plein de références en tête pendant le rendez-vous. Et finalement, en lisant, on ne retrouvait pas du tout l'atmosphère, la tonalité, où il y avait plein de choses qui, en fait, correspondaient pas vraiment à l'image qu'on s'était faite pendant le rendez-vous, je pense. Et je tiens à préciser, ce qui est un peu difficile dans le métier de scénariste, c'est que certains scénaristes sont de très bons auteurs à l'écrit, mais l'exercice du pitch, pour plein de raisons, peut être très douloureux parce que c'est pas du tout le même job, on met pas en avant forcément les mêmes éléments, on n'a pas la même façon de présenter les choses. Ça rejoint un peu ce que tu dis sur le fait que faut dans le pitch rentrer dans l'ambiance, etc. Et en même temps, il faut quand même des fois plus de concret quand on est sur de l'écrit. Et à contrario, il peut y avoir des auteurs qui sont très à l'aise dans le pitch, mais qui ne vont pas forcément réussir à être concis, à mettre sur le papier en fait tout ce qui fait le sel de ce qui a pu être pitché. Donc voilà, je tiens à dire que ça reste, je pense, difficile pour peu importe l'auteur, peu importe son avancement de carrière. C'est quand même deux exercices qui n'ont rien à voir, mais qui sont nécessaires et complémentaires. Moi, j'aime bien dire aussi que des fois, dans cette phase-là, tu n'as pas encore toutes les réponses et qu'il faut accepter aussi que le producteur puisse en avoir, en fait. Des fois, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a des scénaristes qui sont un peu en se disant, bon, producteur, c'est pas forcément mon allié, il faut qu'il va m'interroger sur ce qui va pas et je vais me sentir, il va mettre en porte-à-faux. Alors qu'en fait, pas du tout. Je crois qu'en fait, un bon producteur, il est là pour se dire, mais ok, c'est logique que tu n'aies pas encore tous les points de résolution à ce stade et on va avancer et je vais te challenger un peu, mais de manière bienveillante, bien évidemment, pour avoir les bonnes choses, quoi. En tout cas, moi, je sais que c'est un des trucs que j'ai appris quand j'ai commencé il y a bien longtemps. C'était un truc. J'ai l'impression toujours que le producteur, tu sais, c'était une sorte d'animal étrange, tu sais, qui était là. Tu n'as pas bien travaillé. je t'oxy. C'est ça, on a l'impression, quand on commence dans le métier de scénariste, qu'en fait, on est encore à l'école, qu'on rend une dissertation, une copie, et que, en fait, il va y avoir un coup près, on va avoir la note, le retour. Et en fait, pour moi... Mélissa est en train de nous noter, donc je te dis tout de suite que ça va tomber, le coup près. Ouh là là, avertissement. Et en fait, pour moi, un bon producteur, ça rejoint ce que tu dis, David, c'est en fait un accoucheur, un maïeuticien. En fait, des fois, parfois, on a des choses en nous, et on n'a pas réussi à les verbaliser, on n'a pas encore eu la fulgurance, et en fait le producteur en face il va avoir un recul différent, une approche différente, et il va nous permettre d'accoucher de certaines choses qui sont là en fait en suspens. Donc en fait c'est des belles rencontres, c'est hyper important de trouver le bon producteur pour le bon projet. Et je rebondis sur ce que tu disais, Mélissa, quand tu as un scénariste en face de toi qui n'est pas un très bon pitcher, comment tu compenses ça quand tu es en rendez-vous avec un diffuseur ? Parce que déjà, dans le cadre, oui, genre, il y a un rendez-vous. Tu tombes sur un scénariste, il est vraiment top, ouais, et tu dis, par contre, il sait pas trop bien ou elle sait pas trop bien le communiquer. Comment toi, en tant que productrice, est-ce que c'est rédhibitoire finalement, ou est-ce que toi, tu arrives à te dire, ok, on va réinventer une autre petite mayonnaise ? Ça m'est jamais vraiment arrivé. Je réfléchis. En général, de toute façon, si on doit pitcher avec les auteurs un projet au diffuseur, on se prépare un peu. Et souvent, en vrai, là récemment, j'ai fait l'exercice avec des autrices. On s'est un peu partagé aussi les éléments qu'on voulait dire, et même si on se laissait une marge pour improviser un peu. Mais on avait un peu quand même déjà préparé le terrain. Et je pense que quand tu sens qu'il y a quelqu'un à côté qui ne retrouve plus le fil de ce qu'elle voulait dire ou je ne sais quoi, tu prends un peu le relais, tu rebondis. Oui, c'est pas rédhibitoire. Je pense que de toute façon, c'est des rendez-vous dans ce cadre très, très stressant en fait, pour un peu tout le monde. C'est hyper dur de pitcher. Et je pense qu'il faut garder aussi à l'esprit qu'en fait, il y a des jours où on pitch bien et des jours, un autre jour, le même projet, on le pitch super mal. C'est vraiment... On le pitch jamais pareil, souvent. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Ce podcast, on est la preuve vivante sur les 3 épisodes. En fait, on a fait 3 épisodes et 7 pitchs différents. C'est ça. On va arriver tout doucement à la fin du temps qu'on s'était imparti sur cette présentation qu'on t'a faite. Je te laisse le mot de la fin, le conseil global que tu nous donnerais,
ton ressenti sur tout ça. Je te laisse clôturer finalement presque tout ce podcast. Je pense qu'il faut... moi, ce que j'aimerais dire aux scénaristes qui écoutent, c'est qu'il ne faut vraiment pas se censurer. Je pense qu'il faut vraiment aller au bout de ses convictions artistiques, même si on rencontre parfois d'autres professionnels qui ne croient pas du tout à un projet ou à une idée, ou c'est pas du tout le bon moment pour proposer de la science-fiction. Bon, c'est un peu compliqué la science-fiction, mais bon, parenthèse fermée. Je pense qu'il faut vraiment pas, faut vraiment pas se censurer parce que après les projets en fait ils trouvent toujours une façon de rebondir et d'exister autrement. Même un non en fait finalement ça peut être un oui quelques mois plus tard ou quelques années plus tard. Ça arrive tout le temps que des projets après ils ressuscitent. Je précise, c'est la seule fois où un non peut devenir un oui. Quand on vous dit non, c'est non dans le reste des choses. #MeToo. Voilà, c'est la seule condition. Merci de cette précision. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais, donc du coup, et qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite du coup, Mélissa ? Plein de projets, de beaux projets, de tournage, je pense. Amen. C'est bien. Tout pareil. En tout cas, merci de t'être prêté au jeu. C'était toujours pas Merci évident beaucoup. aussi de débarquer, de prendre 10-15 minutes de pitch en pleine poire par les 4 odieux personnages que nous sommes. Donc merci d'avoir joué le jeu, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Déborah, Joris, Maxence, c'est toujours un immense plaisir. On reviendra. Partagé. Merci Seb de nous avoir accompagnés à la technique. Merci. Et on vous remercie encore de faire de séquences. Le podcast qui monte à sa petite vitesse, mais il monte tout bien. On vise un jour peut-être les 5%, le top 5% des podcasts les plus écoutés de France, mais on va pas se mentir, déjà dans les top 10%, c'est déjà très bien. N'oubliez pas de nous noter sur vos plateformes d'écoute, Deezer, Apple Podcast et Spotify, c'est celui que j'avais oublié. Très bien. Et on se dit à bientôt pour une reprise un peu plus normale, un peu plus traditionnelle du podcast, avant qu'on revienne avec Maxence et des concepts complètement fous. Allez, on vous fait des bisous. Salut, salut!